Bonjour et bienvenue dans votre nouveau cours d'histoire de niveau seconde où nous allons aborder ensemble le thème 2 du programme. Ce thème s'intitule selon le bulletin officiel 15e-16e siècle, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. Nous traiterons ce thème en deux chapitres. Premier chapitre, l'ouverture atlantique et les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Et enfin, dans un second chapitre, Renaissance, humanisme et réformes religieuses, les mutations de l'Europe. Alors tout d'abord, premier chapitre, l'ouverture atlantique et les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Les objectifs du chapitre sont les suivants. Montrer le basculement des échanges méditerranéens vers l'Atlantique après 1453-1492. Il s'agit pour les élèves d'aborder la première mondialisation. Nous aborderons par la suite les conséquences des grandes découvertes. Nous reviendrons par ailleurs sur cette expression qui est aujourd'hui très discutée. Parmi les conséquences, nous retrouvons notamment la mise en place des empires coloniaux, mais aussi l'esclavage ou encore des progrès scientifiques et techniques. Ce cours sera jalonné par 3 points de passage et d'ouverture, qui sont les suivants. L'or et l'argent des Amériques à l'Europe, Bartolomé de las Casas et la controverse de Valladolid, et enfin le développement de l'économie sucrière et de l'esclavage dans les îles portugaises et au Brésil. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un point sur la situation du bassin méditerranéen au XVe siècle. Alors, pour rappel, dans le chapitre précédent, nous avons vu que la Méditerranée était à la fois un espace de conflit et d'échange. En effet, l'histoire du bassin méditerranéen et de l'Europe de manière générale a été rythmée par les affrontements et les échanges entre l'Europe occidentale chrétienne et le monde musulman. Il ne faut pas s'arrêter à cette vision manichéenne de l'histoire. En effet, les différentes civilisations qui peuplent le bassin méditerranéen font face à de puissantes luttes intestines. Le morcellement territorial en Europe occidentale montre la profonde division à la fois politique et religieuse entre les différents seigneurs. Du côté des musulmans, en Orient, le califat abbasside va peu à peu perdre de son influence et de son pouvoir face aux Turcs seldjoukides, puis face aux Turcs ottomans. À partir du XIIIe siècle, l'Empire ottoman domine l'est de la Méditerranée et des territoires alentours, jusqu'à s'étendre en Europe centrale. En 1453, le sultan ottoman Mehmed II s'empare de la ville de Constantinople qui deviendra par la suite Istanbul. Cette date est un jalon dans l'histoire européenne mais aussi dans l'Empire ottoman car elle marque la fin de l'Empire byzantin. Du côté de l'Europe occidentale, les rois catholiques d'Espagne, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, achèvent en 1492 la reconquista espagnole sur le monde musulman qui dominait la péninsule ibérique. Cette date est marquée notamment par la prise de Grenade. 1453 et 1492 sont des dates clés de l'histoire européenne. En effet, elles marquent la fin du Moyen Âge et le début des temps modernes. À cette date, on peut rajouter la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Toutefois, pour faire le lien avec le programme de seconde, on peut rappeler qu'aujourd'hui, ces bornes chronologiques sont discutées par certains historiens. C'est le cas de Jacques Le Goff, pour qui le Moyen-Âge en réalité s'étend jusqu'au XVIIIe siècle. Pour lui, c'est donc un long Moyen-Âge étant moderne. Alors pourquoi une telle discussion ? Eh bien, si certains événements peuvent apparaître comme révolutionnaires et marquer une rupture, en réalité, il n'en est rien. La ville de Constantinople, devenue Istanbul, continue de fonctionner. Les habitants continuent de commercer et de réaliser des échanges aux quatre coins de la Méditerranée. De même que l'économie agraire et rurale qui domine l'Europe occidentale à cette époque reste inchangée. Les conséquences des grandes découvertes ne se font réellement ressentir qu'à la fin du XVIIIe siècle. Néanmoins, la conséquence de ces différents bouleversements politiques dans le bassin méditerranéen est la fermeture de la route de la soie, la route terrestre. En effet, le monde musulman dominait les échanges entre l'Asie et l'Europe. Avec l'Empire ottoman et les conflits qu'il engendre par sa volonté de conquête, cette route est désormais fermée aux Européens qui doivent trouver un nouveau chemin. Nous allons donc nous demander au cours de ce chapitre comment l'ouverture du monde des Européens a-t-elle des conséquences à l'échelle mondiale. Première partie de ce chapitre, les Européens découvrent le monde. Premier point, le basculement de la Méditerranée vers l'Atlantique. Il se trouve que l'histoire de la Méditerranée entre les différentes civilisations a été marquée par la dualité entre le monde chrétien et le monde musulman, entre le christianisme et l'islam, chacun souhaitant affirmer sa prédominance sur l'autre. Et il se trouve que les chrétiens sont confortés dans ce sentiment du fait de leur victoire sur le monde musulman lors de la reconquista espagnole, d'autant plus que
Les commerces en Méditerranée sont lourdement affectés par la fermeture de la route de la soie. En effet, depuis que l'Empire ottoman est au pouvoir, cette route est bloquée. Les Européens n'ont plus accès aux épices et autres produits de luxe venus d'Asie. Les villes italiennes comme Florence et Venise s'en trouvent lourdement affectées, particulièrement Venise qui avait établi une thalassocratie autour du bassin méditerranéen. D'autant plus que le monde musulman au nord de l'Afrique est affecté par des luttes intestines entre les différents royaumes. Pourtant, cet espace maghrébin servait d'interface entre le Sahel et l'Europe. Pourquoi cela est-ce important? Eh bien, l'or et d'autres matériaux précieux transitaient par cet espace avant d'atteindre les ports commerciaux européens. Les Européens ont donc le désir de trouver de nouvelles routes commerciales afin de contourner et surtout de concurrencer le pouvoir musulman. Ce désir est stimulé au XVe siècle par l'économie. En effet, il y a une demande croissante des besoins en épices et en métaux précieux. Ce qui nous amène donc à notre deuxième point, une vision du monde élargie par les Européens. La recherche de routes commerciales va donner lieu à de nombreuses expéditions. Ces expéditions vont révéler la face du monde aux Européens. Deux puissances vont particulièrement s'affronter au cours de cette période. Il s'agit du Portugal et de l'Espagne. Les Portugais ouvrent le bal en 1415 avec l'exploration des côtes occidentales de l'Afrique. En 1488, Barthélemy Dias atteint le cap de Bonne-Espérance au sud du continent africain. En 1498, Vasco de Gama est le premier Européen à atteindre l'Inde par la voie maritime. En 1492, le Génois Christophe Colomb, alors engagé par les rois catholiques d'Espagne pour faire concurrence aux Portugais, découvre l'Amérique. Il pense être arrivé aux Indes. Erreur, il se trompe. Toutefois, ce n'est pas le nom de Christophe Colomb qui obtiendra la postérité. En effet, le nom du continent Amérique vient d'un autre marchand, un marchand florentin du nom d'Americo Vespucci. L'exploration du monde ne s'arrête pas à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Découverte tout à fait relative, puisque je rappelle que ce continent est déjà peuplé au moment où Christophe Colomb met les pieds aux Caraïbes. À l'aube du XVIe siècle, le Portugais Pedro Álvares Cabral découvre quant à lui le Brésil. En 1519, le Portugais Fernão de Magellan se lance dans un tour du monde. Celui-ci est achevé 3 ans plus tard par son second, Juan Sebastián, car Magellan décède au cours de son périple aux Philippines en 1921. Le premier tour du monde est achevé en 1522. Eh bien non, le point ne va pas au Portugal, car le Portugais Magellan travaillait pour les Espagnols. Ces explorations ne sont pas le fait uniquement d'une volonté politique et également religieuse pour le coup. Elles sont également le fait de progrès scientifiques et techniques. Nous sommes dans une période qui se nomme la Renaissance. La Renaissance, c'est avant tout la redécouverte des arts et des savoirs de l'Antiquité. Une redécouverte facilitée par les échanges avec le monde musulman, car les Arabes avaient traduit dans leur langue de nombreux ouvrages grecs. Parmi ces ouvrages, on redécouvre notamment la géographie de Ptolémée. C'est un ouvrage qui date du IIe siècle après Jésus-Christ et qui fait la synthèse des connaissances du monde romain à cette époque. Parmi les savoirs les plus éloquents de cet ouvrage, on apprend notamment que la Terre est ronde et que le monde est bien plus vaste que le bassin méditerranéen. Les Européens avaient en effet jusque-là un œcumène centré sur la Méditerranée. La géographie de Ptolémée est notamment diffusée à partir de 1406 grâce à l'imprimerie. En plus de ces savoirs, des progrès techniques permettent aux Européens de se déplacer plus loin et plus longtemps. Les Arabes diffusent l'usage de l'astrolabe. C'est un instrument qui permet de se repérer en pleine mer grâce aux étoiles. Enfin, les marchands musulmans ont rapporté de leurs échanges avec l'Asie la boussole. Du côté du monde chrétien, les Portugais mettent au point la caravelle en 1440. C'est un navire qui permet à la fois de naviguer en haute mer et de s'approcher des côtes. Du fait de leur exploration, les Européens produisent de nombreux ouvrages, notamment des atlas et des mappements. Parmi les productions scientifiques, nous retrouvons notamment à partir du XVIe siècle les portulanes ou portulanes. Ce sont des cartes de navigation qui représentent les littoraux des nouveaux territoires. Ceci nous amène à notre dernier point, c'est-à-dire une nouvelle vision du monde. J'attire votre attention notamment sur ce point si vous souhaitez prendre l'année prochaine la spécialité Histoire et Géographie. Les Européens sont les premiers à avoir une vision précise du monde, ce qui engendre chez eux un sentiment de supériorité, mais surtout la conviction que leur foi religieuse est la bonne, dont va découler un large mouvement missionnaire tout au long de notre période. Pourtant, l'expression « les grandes découvertes » est aujourd'hui discutée. Pourquoi ? Cette expression date du XIXe siècle. Elle désigne avant tout l'expansion coloniale des Européens entre le XVe et le XVIe siècle. L'expression est particulièrement remise en cause dans les années 90, au moment de l'histoire globale et connectée. Il serait plus juste de parler des grandes conquêtes. C'est ce que met en évidence l'historien Sanjay Subrahmanyam. Il montre que les Portugais ont eu besoin de l'aide d'alliés en Inde afin de s'y installer durablement. L'historien Romain Bertrand montre exactement le même phénomène avec les Espagnols aux Amériques.
Que retenir de cette première partie? Tout d'abord que l'exploration de nouvelles routes commerciales ont été motivées par la situation économique de l'Europe au XVe siècle. En effet, l'Empire ottoman avait fermé la route des Indes alors que les Européens avaient des besoins croissants en produits de luxe venus d'Orient. En parallèle d'une forte motivation religieuse car les Européens sont sortis confiants de la reconquista espagnole. À ce sujet, le Portugal et l'Espagne vont réaliser une véritable course aux découvertes largement remportée par le Portugal. Enfin, il ne s'agit pas réellement de grandes ou de nouvelles découvertes, car les territoires sont découverts certes par les Européens, mais ces territoires sont déjà peuplés et habités par d'autres populations, ce qui amène aujourd'hui les historiens à remettre en question l'expression « les grandes découvertes ».